Je suis Robert, je suis actuellement en invalidité suite à des problèmes cardiaques. J'ai travaillé dans mon cabinet, on est deux frères, je travaillais, même si je suis toujours dans l'entreprise, hein, mais j'ai plus le temps de travailler, donc je travaille plus, mais la moitié de l'entreprise m'appartient, donc on est associés. Une vie de travail, comme tout le monde, beaucoup de travail, comme tous ceux qui ont une affaire, hein, que ce soit n'importe laquelle, que ce soit intellectuel ou manuel, on ne compte pas ses heures. Et assez sportif, parce que bon, c'était ma vie. Voilà, je prenais du temps, et petit à petit, mon entreprise a mangé le temps, comme ce qui arrive à tout le monde. Alors on se sédentarise, oui et non, parce qu'on est toujours sur les routes, on est toujours en train de faire plein de choses, mais l'activité physique n'est plus la même. C'est devenu plus une activité intellectuelle, entre guillemets, que physique. Donc ça a duré 10 ans, tranquillement, et le 25 mai 2000, je vais en réunion à la ville de Villeurbanne. Et en sortant de la ville, une douleur très forte à la poitrine, mal dans la mâchoire, mal au bras gauche, je transpire beaucoup, donc je sais tout de suite ce que c'est. Voilà. Je me suis dit, ça, je suis en train de faire un infarctus, mais à l'époque j'avais 35 ans, donc c'est un peu jeune. Donc je rentre là aussi un peu d'inconscience, en sachant ce que c'était. Je suis quand même rentré à mon bureau qui est à Villeurbanne, pas très loin, mais ça suffit amplement pour mourir, mais c'est pas grave. Donc je rentre au bureau, je prends de l'aspirine et j'appelle le SAMU. Ce qui a un peu surpris tout le monde. Non, mais oui, je vais pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse. De toute façon, quand on se sent pas bien, la seule chose, c'est que les employés auraient paniqué, ça c'est sûr, et ça aurait fait une vraie catastrophe. Donc j'ai pris les devants. Ils ont mis 4 minutes pour arriver, c'est allé très très vite. Hein. Puis là, le verdict tombe, hein, vous êtes en train de faire un infarctus massif. Votre pronostic vital est plus qu'engagé. J'ai dit, bah écoutez, ça fait partie de la vie. La première chose que je dis, vous savez, il y en a plein qui sont morts avant moi, il y en a plein qui mourront après, donc on va pas se prendre la tête avec ça. Le médecin me regarde, et puis si vous prenez ça comme ça, ça va. On a plus de chances que ça aille bien, parce que vous prenez ça avec philosophie, donc on fait tout ce qu'il y a à faire. Hein. Le médecin était persuadé que j'arriverais jamais vivant à l'hôpital, parce que je l'ai entendu parler à mon frère, en disant c'est mal parti. Puis bon, je suis arrivé vivant à l'hôpital. Là où le caractère d'urgence, où vraiment ça s'est... pas que j'en ai pris conscience, j'avais conscience, mais quand on vous sort de l'ambulance en courant et que vous voyez les plaques du plafond défiler et qu'il y a une haie qui vous attend et que de vous arriver, on vous met dans une chambre d'Oréa, et ils sont 7, 8, 10 sur vous. Et puis là, je sais que c'est mal parti. Donc je demande au médecin qui m'a pris en charge en disant voilà, je suis donneur d'organes, donc vous allez le noter. Et puis vous allez noter comme quoi qu'il y a des témoins et que je suis conscient de ce que je suis en train de dire. Parce que la seule chose, c'est que tout le monde est toujours d'accord. Et quand il arrive quelque chose, plus personne ne va plus rien donner. De toute façon, alors quitte à faire que je puisse au moins servir à quelque chose, même quand je ne serai plus là. Là, ça l'a un peu surpris quand même, le médecin. Et il me l'a dit après en disant, oula, on m'en a fait des trucs, mais celle-ci, ça a été un peu compliqué, mais ça a été rien du tout par rapport à ce que je lui ai fait derrière. Donc, voilà. Donc on me met des produits, on me dit, on va attendre 1 heure, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, et puis ça n'a pas marché. Donc on m'a descendu au bloc opératoire, où on m'a fait une coronarographie. Donc, alors à l'époque, c'était il y a 24 ans, presque 25, c'était un examen dangereux, même s'il reste aujourd'hui dangereux, mais à l'époque c'était vraiment très dangereux. De toute façon,
c'était où on prend le risque, où on déborde. Donc, puis on m'a pas trop demandé non plus mon avis. De toute façon, j'aurais dit oui. Hein. J'ai pas cette crainte de la mort. Parce qu'avoir peur de quelque chose par laquelle on est obligé de passer, bah, je trouve que c'est dommage de perdre du temps avec ça. On ferait mieux de perdre du temps à s'occuper des gens qu'on a autour de nous, ou à faire autre chose, mais pas à se prendre la tête avec ça. Alors après, c'est chacun sa philosophie. Hein. Et bon, j'arrive dans ce bloc, donc plein de gens sont là, les médecins du SAMU sont toujours là, parce qu'ils voulaient savoir comment ça se fait qu'à 35 ans, je peux faire un infarctus. Alors la première question qu'on m'a posée, combien de paquets de cigarettes vous fumez? Parce que du coup, quelque part, ça les soulage parce qu'ils savent. Là, pas de chance, je fume pas. Bon. Donc c'est plus embêtant déjà. Donc on me fait une coronarographie. Puis là, je sens... là, je suis super bien. Détendu, j'ai l'impression que je suis sur un nuage. Hein. Ça, voilà, c'est super détendu. J'entends plus le brouhaha qu'il y a autour. Je vois que ça s'agite, hein, mais je suis dans mon monde à moi, quoi. Voilà, et puis j'ai l'impression de flotter, tranquille. Puis alors, dans un bien-être et une plénitude que j'ai jamais retrouvé. Hein. Et puis là, je vois un point lumineux, blanc, très brillant, mais au début tout petit, hein, et puis il s'approche, il s'approche, il s'approche, il s'approche. Et puis ben, je rentre dedans. Voilà. Puis ça va très vite. Hein. Puis je me retrouve en haut, collé au plafond. Puis je me vois. Je vois le médecin qui choque. Tout le monde court, on m'injecte plein de choses. Je le vois en train de monter sur moi. Je vois un autre médecin arriver d'un certain âge. Donc il l'appelle par son nom. Alors je ne savais pas, ça faisait peut-être un moment que j'étais en arrêt, je ne sais pas. Et le médecin dit on stoppe tout, il est parti, vous le laissez. S'il revient là, c'est fini, quoi. Voilà, j'entends du bruit dans l'hôpital, donc je vais me balader. Hein. Hop. Donc, alors c'est marrant de dire ça, mais donc je vais voir dans la pièce d'à côté. C'est pas intéressant. En réalité, il n'y avait pas grand-chose qui se passait, donc je suis revenu. Et puis en gros, je reviens. Et puis j'ai l'impression qu'on me prend par le cou là, et qu'on m'oblige à retourner dans mon enveloppe corporelle. J'ai l'impression qu'on m'a pris, puis on m'a rejeté comme ça, mais violent, hein, ça a été hop, et j'avais pas envie d'y aller. Donc, celui qui a fait ça devait être Koso. Hein. Mais, alors ça fait rire tout le monde quand je disais, mais c'est bon, j'avais vraiment pas. Alors tout le monde me dit, mais t'as pensé à ta femme, à tes enfants, moi j'ai qu'un fils. Hein. Je dis non, dans ce cas-là, on pense à soi. On pense il faut arrêter de dire j'ai pensé, je sais plus quoi. Ça, c'est dans les films. Hein. La réalité est autrement. Donc, je me retrouve dans mon enveloppe. Alors, j'ouvre les yeux. Et puis, j'ai un truc bleu sur la tête. Ils sont complètement tarés dans cet hôpital, mon Dieu. Donc, alors je suis attaché, donc j'ai essayé de faire comme je peux. Je commence à tirer le truc là. Et alors ça aussi, c'est une impression. C'est ce que j'ai ressenti. Alors, j'ai jamais osé poser la question, est-ce que c'était vraiment quelque chose sur la tête ou c'était un moment où on est en train de se réveiller, où on revient d'un truc un peu bizarre. Moi, je l'ai identifié comme ça, donc je l'ai laissé comme ça. Et là, je vois tout le monde qui me regarde. Puis le médecin me dit, vous étiez parti trop loin, alors on vous a laissé. Alors je le regarde, je lui dis, toi, t'es encore plus tard avec moi. Je suis attaché, vous voulez que j'aille où? Et là, il a dû se dire, c'est bon, il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Et donc,
Donc on me rebranche, hein, on me repasse tout un tas de trucs, ça y est, parce que je n'avais plus rien, ça court dans tous les sens. Et je regarde l'heure, 14h40. Mais c'est après que c'est venu, comme je ne savais pas ce qui m'était arrivé, donc je n'avais rien à faire dehors. Puis en réalité, non, quand j'ai fermé les yeux, c'était 12h25. Et j'ai rouvert mes yeux à 14h40. Et donc là, ils ne savent pas trop ce qui s'est passé. Où est-ce que j'ai pu aller me balader pendant 2 heures, 2 heures et quart. Ils ne savent pas trop. Bon, j'avais une fraction d'éjection, donc la puissance cardiaque qui était tombée à 9%. Donc c'est même pas imaginable, ça, voilà. Donc mais bon, je parlais, donc ils étaient rassurés parce que je parlais. C'était assez cohérent ce que je disais, donc voilà. Ils avaient plutôt peur que je sois un légume, entre guillemets. Puis non, vu que je les ai engueulés, donc ça allait bien. On me ramène dans ma chambre. Alors entre-temps, alors ils avaient déjà appelé mon épouse, mes parents, mon frère était là, donc ils étaient dans une pièce à part, comme on met les gens quand les choses vont pas bien se passer. Et donc je les vois, on me met dans une chambre de réanimation. On commence à me brancher un peu de partout, j'ai plein d'appareils partout. Et puis là, sorte de coma, très fatigué, donc je dormais, je me réveillais, mais j'étais plus dans un état comatique. Alors ça, c'était le jeudi, je crois que le dimanche soir, vous voyez quelque chose comme ça, dimanche soir, je me réveille et un truc tout bête, hein, j'avais faim. Forcément, c'est les 3 jours ou 4 jours que je n'avais pas mangé. Donc je demande à l'infirmière si elle pouvait pas me donner quelque chose à manger. Et là, je la vois partir. J'ai pas. Donc elle est allée voir le médecin en disant mais il a faim, l'autre là. Donc chose qui normalement ça ne peut pas se passer comme ça. Donc ils cherchent partout dans tout le service quelque chose à manger. Et il y avait que des sortes de salades de fruits, une sorte de compote avec plein de fruits dedans. Donc on m'emmène ça avec une cuillère en plastique. Impossible de lever la cuillère. Elle est en plastique la cuillère, donc impossible de lever la cuillère. Donc j'avais ma cousine qui était là, donc elle me dit je vais te donner à manger, mais il vaut mieux parce que j'y arrive pas. Donc on me donne à manger, le médecin vient en disant donc est-ce que c'était rassurant ou pas, j'en ai aucune idée, mais bon apparemment très surpris. J'ai mangé normalement le soir, pas plus que d'habitude, mais on est dans un état un peu particulier. J'ai fait une dizaine de jours dans cette chambre particulière, où là, les visites sont interdites, sauf pour la famille. Et un jour, le médecin me dit, monsieur, est-ce que vous pouvez m'expliquer, vous avez combien de frères exactement? Et là, ça a fait tilt. Est-ce que j'ai qu'un seul frère? Et il me dit, parce que j'avais l'impression que j'avais compris que vous aviez un seul frère. Mais là, ils sont moins 15, alors même voire plus, si on pourrait savoir combien de frères vous avez. Et là, c'est compliqué à expliquer. En réalité, c'était tous les amis avaient fait bloc. Hein. Il y en avait un, il s'était même fait passer pour le professeur de médecine d'en bas. Donc, ils ont commencé à tout lui expliquer, voilà ce qu'il a fait. Alors, moi, quand il m'a expliqué ça, ça me fait rire parce que il n'y connaît rien. Donc, ils l'ont mis devant les moniteurs, ils l'ont mis et puis là, bon, je sais pas comment il s'est débrouillé, mais bon, ça ils y ont cru. Voilà, mais ensuite, bon, on me transfère dans un service de médecine, de cardiologie normale. Et là, on me transfère dans un hôpital pour faire de la rééducation cardiaque, mais dans un groupe particulier, c'est que tous les gens qui sont là ont fait un arrêt cardiaque prolongé. Quand je les ai vus, je trouvais que j'avais quand même pas mal de chance. Parce que je parlais quand même correctement. Bon, je n'avais plus de mémoire, ok. Lire et écrire, c'était très compliqué. Mais j'étais en entier, quoi.
parce que souvent, un qui a perdu un bras, un qui a perdu une jambe, parce que quand le corps se met en sécurité, donc il fait remonter tout le sang au niveau du cerveau, et nos muscles, quand ils se mettent à comprimer, ils cassent tout. Voilà. Donc moi j'ai eu la chance, il a rien cassé, j'avais juste mon doigt, l'index de la main droite, j'avais plus de sensation, donc je leur ai pris la tête avec un index qui fonctionnait pas super bien. Et je pense que le médecin a dû dire, mais il se rend pas compte en réalité de ce qui s'est passé. Mais bon, comme on m'avait rien dit, donc je pouvais pas deviner. Mais petit à petit, j'ai fini par avoir des bribes d'informations, mais ça a mis très 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 longtemps. La seule chose, c'est que malgré qu'on ait des gens très cartésiens, très scientifiques, j'avais tous plein de gens qui venaient me toucher. Ils sont complètement barjots dans ce truc-là. Et à un moment donné, l'infirmière me dit « Ah ben je peux vous toucher ?» Je dis « Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi ce cirque-là » Parce que ça vient de tous les services, là. Moi, je vais mettre tout le monde, mais je vais finir par faire payer. Enfin, je vais finir par m'enrichir. Et on m'explique que les gens qui sont passés de l'autre côté... alors, j'ai jamais su exactement combien de temps j'étais en arrêt. Moi, tout ce que je me souviens, c'est le moment où j'ai fermé les yeux et le moment où je les ai ouverts. Quand je demande l'information aujourd'hui, on ne me la donne pas. Voilà, donc c'est que ça a duré quand même un petit moment. Et le fait de dire, d'avoir quelqu'un comme ça, ça porte bonheur ou ça guérit. Voilà ce qu'on m'a... Je dis d'accord. Alors du coup, je dis, mais ils sont tous, voilà, ils sont un peu bizarres. Mon beau-frère est anesthésiste réanimateur, donc il a l'habitude de ce genre de choses. Donc, et je lui en ai parlé, il ne m'a pas répondu. C'est bien, ils font bloc, hein, même s'il est à 500 km de Lyon. Et je lui ai dit ok. Donc, par contre, j'ai eu plein de questions. Hein. Voilà, et comment tu l'as trouvé, comment ça fait alors, le fait de dire, écoutez, mourir c'est super, il y a un blanc qui se passe après au niveau de la conversation. J'ai dit oui, mourir c'est super. Je suis désolé, mais c'est vrai, c'est une sensation vraiment très particulière. Hein. Alors là, on parle de, c'est pas une mort violente, hein. Moi, ça arrive assez vite, mais oui, cette plénitude, quoi. On est super bien. Puis quand on nous dit qu'il faut retourner de l'autre côté, on dit, tu vas tomber, j'ai pas envie d'y aller, bon, c'est pas top. Hein. Alors après, j'ai vu personne de l'autre côté. J'ai pas ce souvenir d'avoir vu qui que ce soit. Certains disent j'ai vu mon grand-père, ma grand-mère, qui veulent, moi j'ai vu personne. La seule chose, c'est quand je suis revenu de ce côté, comme je le dis quand je fais mes interventions, je suis parti tout seul, je suis revenu accompagné. Ça, c'est très gênant. Très gênant parce que cette sensation de présence, qui est une présence, on a une présence physique, on voit la personne. Alors ça, on n'en parle pas, parce qu'on se dit c'est bon. Bon, on est à Lyon, Vinatier n'est pas très loin de là, donc si c'est pour finir là-bas, je vais rester quand même ici, on n'est pas trop mal là. En fait, quand j'ai été transféré à l'autre hôpital, quand on a commencé à bien se connaître, parce qu'on est quand même, je suis resté 5 mois à l'hôpital, hein, donc les langues se délient, hein, puis on commence à parler, on se connaît mieux. Et cette sensation d'avoir une personne perpendiculaire à nous sur le côté gauche, on l'a tous eu, tout le monde. Ce qui est marrant, c'est que les femmes avaient une femme et les hommes avaient un homme. Alors, bon, apparemment, la parité était respectée, donc comme ça, on n'est pas... voilà. Et c'est voilà, cette sensation d'avoir quelqu'un que je décris, hein, dans mes interventions, je le décris, hein, de la tête aux pieds, il est resté... pendant 6 mois, je l'ai eu c'est une sensation bien bizarre. Au début, on ne sait pas, hein, on a cette chose-là qui... ça fait bizarre. Les lits d'hôpital font 90. Bon, je suis comme un beau bébé. À 2 dans un lit de 90, c'est compliqué. Hein. Alors, quand je dis ça, ça fait rire, mais c'est la sensation qu'on a. C'est-à-dire que vous vous déplacez avec lui. Vous allez prendre votre douche, il ne faut pas être pudique, on est deux, donc forcément. Et lui, par contre, il reste habillé. Hein.
puis c'est bien parce qu'il se mouille pas. Donc, bon, ça, voilà. Mais ça, c'est bizarre. Ça m'a fait poser beaucoup de questions. Je suis pas très croyant. La religion, c'est très bien, mais moi, à cette époque-là, même maintenant, il faut plus s'en laisser qu'en prendre. Si on veut avoir son discernement personnel. Donc là, j'ai commencé à me dire, oula, ça commence, c'est bien bizarre. Et puis en discutant avec les autres, hein, on avait tous cette sensation bizarre. Donc, alors entre ceux qui étaient des gens qui étaient plutôt très croyants, ça les arrangeait bien, parce que ça nous évite de se poser des questions. Et puis les autres, bah, on se posait quand même pas mal de questions. Je suis arrivé, donc bon, ça a duré, hein, donc je suis sorti de l'hôpital. Alors, on m'a opéré du cœur. Alors au début, c'était compliqué, personne ne voulait m'opérer parce que c'était. Alors j'ai vu plein de gens, j'ai vu des grands spécialistes. Il y avait un colloque à Paris sur la cardiologie, et je les ai vus tous débarquer à l'hôpital de la Croix-Rousse parce que j'ai eu une malformation cardiaque. Et à l'époque, on devait être 2 dans le monde à avoir ça. Donc la bête curieuse, on vient la voir. Donc j'ai eu plein de gens qui sont venus, d'autres qui. Alors les plus extravagants, c'est les Américains. Hein. Moi, je vais vous opérer, je prends tout en charge. Hein. Vous venez aux États-Unis pendant plusieurs mois, l'hôpital prend tout en charge. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est écrire l'article sur votre truc là. Ben, moi, ce que je veux, c'est rester en vie. Donc, chacun fait comme il veut. Mais bon, lui écrivait son article et moi, je restais en vie. Donc, c'était un bon deal. Et puis, j'en ai eu plein de propositions de ce type-là. Et plus l'échéance s'approchait, plus les gens ne voulaient plus. À cardio, ils ont dit, là, on ne touche pas. On va le laisser comme il est. Et puis, ben, si on l'opère, on risque de le tuer. Donc, on va le laisser. Et puis, j'ai mon cardiologue que j'ai aujourd'hui, c'est lui qui m'a sauvé la vie, hein, qui était un jeune, il finissait son clinica, donc il dit mais c'est pas possible, on va pas laisser ce type de 35 ans partir comme ça sans rien faire, quoi. Et donc il va voir des confrères à lui, hein, qui eux sont chirurgiens, et ils disent ben bon, s'il est d'accord, on y va. Donc je rencontre l'équipe de chirurgie. Et donc là déjà, on commence déjà par 3 chirurgiens, au lieu d'en avoir un, j'en ai eu 3. Ils sont d'accord. Donc, parce qu'ils ont fait un film pendant la coronagraphie, comme ils font pour tout le monde, hein, c'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde. Donc il y avait plus de contre. Ouais. Il y avait plus de chances que ça se passe mal que ça se passe bien. Mais de toute façon, si on faisait rien, ça se passait mal. Donc, mais ça, c'était 100%. Donc, je vais voir les chirurgiens. Dans cette histoire, bon, il y a un chirurgien qui commande tout, parce que faut bien qu'il y en ait un pas qui prenne les responsabilités, parce que c'est pas ça. Mais il faut qu'il coordonne, parce que c'était quelque chose de compliqué. Donc, je vais le voir, très enthousiaste, mais très clair. On m'a rien caché en disant ouais, c'est super, vous allez voir. Donc on commence à me dire. Donc ensuite j'ai vu les anesthésistes, parce que là aussi j'en ai eu plusieurs. Et on commence à me faire le déroulé de l'histoire. Voilà, donc on est persuadé que votre corps ne repartira pas quand on aura fini. Donc on va vous brancher une batterie. Donc vous allez rester pendant plusieurs jours avec une batterie. Il faut compter à peu près un bon mois avant que. Puis si ça repart pas, on vous enverra à cardio pour vous brancher un corps artificiel. Alors le corps artificiel, c'est pas un petit truc, hein, c'est pas vrai, c'est grand comme un frigo. Mais bon, ça vous maintient en vie. Puis bon, on vous dit la vérité, ça peut se passer mal, qu'il y a de fortes chances que ça se passe mal. Et puis après on me dit qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on dit là, de toute façon ça va mal se passer quand même, donc on va y aller. Donc on me dit ok, donc vous serez opéré le jeudi 21 août, parce qu'il y a des dates qu'on n'oublie pas. Donc ok, j'arrive le mercredi soir, donc on me prépare. Ils envoient un kiné pour me mesurer la capacité respiratoire, donc très bonne capacité respiratoire.
Donc là, déjà, c'était quelque chose de positif par rapport à tout le reste. Hein. Mais bon, il faut dire qu'on m'avait entraîné quand même. On m'a entraîné pour pouvoir supporter l'opération. Le chirurgien vient me voir. Bon, alors d'abord, c'est l'anesthésiste. Donc il me dit, vous avez tout compris, donc vous serez en réa, pas en soins intensifs, parce que c'est les deux, faut. Alors pourquoi je précise ça? Parce que en réalité, ça s'est pas passé comme ça. Voilà, donc le chirurgien vient me voir, très inquiet, en disant, vous en êtes sûr que vous voulez y aller? Ben, je dis oui, on va y aller. Puis je vous rassure tout, vous verrez que. Alors c'était le mercredi soir, donc on m'opérait le jeudi. J'ai dit, vous verrez, lundi matin, je montrerai les 6 étages de l'hôpital et vous serez surpris. Alors il m'a regardé, il a souri en disant, il s'est dit, je pense que si déjà demain midi vous êtes vivant, ça serait déjà quand même pas mal. Puis je lui ai dit, vous savez, vous allez m'opérer demain matin, donc ce soir vous faites pas le con. Hein. Et vous laissez votre femme tranquille, parce qu'il faut être d'aplomb demain matin, parce que vous m'opérez à 7 heures. Parce que là aussi, on m'avait prévu une opération qui allait durer très très longtemps. Donc ils ont, pendant qu'on m'a opéré, en réalité, ils ont fermé tous les blocs. J'avais tout un tas de spécialistes hein, qui étaient autour. Il y avait des chirurgiens vasculaires, il y avait des chirurgiens orthopédiques, il y avait tout ça pour pallier à tout ce qui pouvait se passer, parce que le corps peut réagir différemment. Donc il y avait tout un tas de spécialistes qui étaient là. Ils n'ont pas eu besoin, tant mieux. Et l'opération se passe bien, mieux que ce qu'ils avaient pu croire. Mon cœur est abîmé, mais il a remarché tout seul. Pas besoin. Alors j'avais 2 grands fils électriques qui sortaient de la poitrine. C'est une belle décoration. Bon, c'est dommage, c'était pas Noël, mais j'en aurais pu mettre une guirlande, mais bon, après, des fois, l'humour, ils apprécient pas bien. Et du coup, je me suis retrouvé en soins intensifs et pas en réanimation. Donc, je ne suis pas resté longtemps, je suis resté 2 jours, puis on m'a transféré dans une chambre normale, et le monsieur Rhin m'a dit, écoutez, ça s'est super bien passé, on pensait que ça allait être plus compliqué que ça, vous n'avez pas besoin de faire de réa, vous avez fait juste en soins intensifs, donc bon, c'est mieux, c'est une réa moins, mais bon, vous êtes... mais c'est bon signe. Et puis après, on m'a retransféré à l'hôpital de la Croix-Rousse, comme c'était eux qui m'avaient envoyé, donc je suis resté 1 semaine à l'hôpital de la Croix-Rousse, où on m'a fait des examens, on m'a fait est-ce que j'avais perdu du sang, trop de sang, pas assez. Voilà. Donc tout allait bien. En plus, j'ai pas beaucoup saigné. Tout était ouvert. Donc on m'a renvoyé dans l'hôpital où on m'avait renvoyé avant, où on avait tous ces gens qui étaient là, qui attendaient en meilleure forme pour pouvoir être opérés. On était une quinzaine. Voilà. Le groupe était à peu près 15. Il y avait 2 femmes et 13 messieurs. Au début, on est resté un peu en contact, comme ça se fait, mais c'est des choses éphémères. On n'est pas de la même famille, on n'a pas la même vie. De temps en temps, ça s'est très très vite effiloché. Et il y a à peu près une quinzaine d'années, oui, c'est ça, oui, à peu près, peut-être un peu plus. On allait faire le même examen, tout le monde au même endroit. Et là, j'arrive, je fais mon examen, une scintigraphie cardiaque, et le médecin me dit, écoutez, sur le groupe de 15, vous êtes le seul en vie. Il dit, pourtant, c'était vous qui étiez le plus mal en point, on n'aurait pas misé un copec sur votre vie, mais les autres sont partis avant. Je dis, ouais, je sais pourquoi ils sont partis, ils ont arrêté de vivre. Donc, eux, le jour où ils ont eu un infarctus, c'est comme s'ils étaient morts, ils ont plus rien fait. C'est-à-dire que tout était compliqué. Je risque ci, je risque ça. Moi, je leur dis, écoutez, on est né, et si on est obligé de mourir. Là, c'est clair. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se prendre la tête avec ça. Et il faut continuer à vivre. Donc, moi, j'étais encore à l'hôpital. Je me rappelle, je suis sorti de l'hôpital le 13 octobre. Le médecin me dit, vous allez sortir la semaine prochaine. Je dis, bouge pas. Donc, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé une agence de voyage et je dis, je veux partir en voyage. Ou le plus loin possible et le plus vite possible. Mais quel endroit? L'endroit, je m'en fiche. Le prix, je m'en fiche aussi. Je suis parti, on est parti le 17 novembre à Cancun, 10 jours.
Donc avec des copains, on aurait dû être 2, 3, 4, on était 15, donc tout s'est bien passé. C'est ça la vie, c'est que oui, j'ai eu quelque chose, mais je continue à vivre. Alors ça aussi, c'est vrai que quand on n'a pas peur, ça nous permet de faire des choses qui finissent par nous sauver la vie plusieurs fois. Oui, je pars en vacances à des endroits. Alors, je ne suis pas kamikaze, hein, mais j'ai envie d'aller. Nous, on vient du sud de l'Italie. J'ai de la famille là-bas. Ben, je prends, j'achète mon billet d'avion, puis j'ai ma femme, écoute, où tu viens, voilà. Alors au début elle venait, puis il m'a dit, tu pars un peu souvent, donc t'as qu'à te débrouiller, tout ça. Donc je prends mon billet d'avion, puis je pars. De toute façon, qu'est-ce il faut faire confiance à la vie, il faut se faire confiance, et puis il faut vivre. Voilà. Si on ne vit pas, ça ne sert à rien. On a eu plein de gens qui nous ont sauvé la vie, au moins leur rendre hommage en ayant une vie bien remplie, pas de faire n'importe quoi. Alors, là aussi, j'ai eu des gens. Ah oui, j'ai eu un accident, donc maintenant je veux gravir l'Everest. Lui, c'est bon, déjà, essayer de monter les 4 marches de chez toi, ça serait déjà pas mal. Mais les gens se donnent des choses qu'ils ne faisaient pas. On m'a fait passer des tests. Voilà, on m'a dit, voilà, vous pouvez faire de la plongée sous-marine. Puis j'en faisais pas avant, je ne sais pas maintenant je vais en faire. Je vais vous rassurer tout de suite. Vous pouvez monter jusqu'à 2500 mètres d'altitude. J'ai dit, ça, pourquoi pas. Mais de toute façon, je skie pas, l'alpinisme, je vois pas pourquoi j'irais me geler quand on est bien à la maison avec le chauffage. Je veux bien faire de l'activité, mais je vais pas faire ce que je faisais pas. C'est pas parce que maintenant je suis malade qu'il faut que j'ai l'impression d'être un surhomme. Non, c'est les surhommes, il y en a plein dans les cimetières, donc ça sert à rien de. On discutera ensemble quand j'y serai. On aura le temps. On a toute l'éternité pour discuter avec eux. Non, il faut vivre. Donc je prends la vie comme elle est. Oui, je suis pas en très bonne santé, mais je focalise pas là-dessus. Moi, je focalise sur ce que je vais pouvoir faire, comment est-ce que je vais pouvoir. Voilà, il y a des choses je sais que je peux pas faire. Mais voilà, ça aussi, c'est ma philosophie de vie. Mais alors, par exemple, ce sentiment le 25 mai 2000, hein, quand j'ai eu ce gros problème-là, alors je savais que j'allais pas mourir. Alors pourquoi? J'en ai aucune idée. Ce sentiment de toute façon, c'est pas grave, je vais pas mourir. Je sais pas pourquoi. Ça n'a rien à voir avec la foi ou avec quoi que ce soit, mais j'étais persuadé que de toute façon, ça pouvait que bien se passer. Bon, je sais qu'un jour, ça finira pas de mal se passer, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie de tout le reste. Cette expérience, ça m'a amené quoi? Ça m'a amené, en réalité, ça se fait pas tout de suite, le changement. On sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Une chose elle se marque tout de suite, c'est ce besoin de justice. Je l'avais déjà avant, mais là, ça s'est accentué. Faire attention à l'autre. Quand je dis faire attention à l'autre, c'est pas que aux gens de la famille, mais c'est tout le monde. C'est-à-dire que quelle que soit leur religion, leur couleur, on s'en fout, hein, c'est des hommes, quoi. Voilà, quand je dis hommes, je mets hommes et femmes, hein, c'est voilà. Et on fait attention à tout le monde. Très important de ne pas frustrer les gens. Parce que ça, d'abord, ça ne sert à rien. Moi, ça, c'est mon sentiment. Même quand on a quelqu'un qui n'est pas très sympa, mais ça sert à rien, ça fait qu'envenimer les choses, et puis notre jument est altéré de toute façon par cette petite haine qu'on développe à ce moment-là, qui ne sert à rien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne sert à rien. Ce sentiment aussi que les enfants, ben, tous les enfants c'est mes enfants. C'est-à-dire que ça aussi, c'est important. C'est pas quand on fait quelque chose pour les enfants, c'est pas que pour les miens. Ben, les miens, ils sont grands, donc mais c'est nos enfants. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que si tout le monde accepterait les enfants des autres comme si c'était les siens, ça se passerait quand même beaucoup mieux pour plein de choses. Alors, ce que je veux dire, c'est marrant parce que on me l'avait déjà dit avant, c'était des gens qui avaient un certain âge. Je suis reboot, on est rebooteux de père en fils. Et ben depuis que j'ai eu ce passage de l'autre côté, d'abord j'ai plus de sensibilité. Alors déjà j'en avais beaucoup, je repère les choses quand
quand je mets les mains sur quelqu'un, je sais là où ça va pas bien, ce qui se passe. Mais là, ça va beaucoup plus vite et je suis beaucoup plus efficace. Et donc, tant mieux pour ces pauvres gens qu'on met quelque part. Ce sentiment aussi, par exemple, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu plein de gens, comme tout le monde, hein, on perd des proches. Cette impression qu'ils sont toujours là, mais qui sont là vraiment proches. Alors pas physiquement, hein, mais je les sens, je les ressens. Alors qu'il n'a rien à voir avec la religion, je suis... alors pour plein de choses, pour plein d'expériences que j'ai eues, alors un truc tout bête, hein, on doit m'opérer, c'est compliqué, j'ai beaucoup de chance de pas bien m'en sortir. Et puis l'anesthésiste me dit voilà, on est d'accord pour vous, mais je voulais. Donc il me dit ça peut être dangereux. Et moi je lui réponds de toute façon dans les deux cas je suis gagnant. Là il me regarde et qu'est-ce qu'il est en train de me dire cette espèce de fou furieux. J'ai écoutez, si vous m'opérez ça se passe bien, j'aurai une meilleure vie et de meilleure qualité. Si ça se passe bien, de toute façon j'irai rejoindre ceux qui sont de l'autre côté. Et là il m'a regardé, il me dit alors là ça peut bien que se passer. De toute façon, dans les deux cas, ça vous convient. Donc, et je suis persuadé, et ça fait ce qui n'était pas le cas avant, hein, pas du tout. Alors c'est que demain, quand je ne serai plus là, de toute façon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je vais retrouver tous ceux qui sont passés de l'autre côté, et que de toute façon, ceux qui sont là et quand ils passeront de l'autre côté, je serai là pour leur botter de l'arrière-train parce que je suis sûr qu'ils auront fait des conneries. Donc voilà. Mais ça, voilà, c'est ce genre de choses où c'est comme voilà, je suis sûr que je n'allais pas mourir. Je reviens un peu sur l'expérience en elle-même. Quand vous avez fait votre infarctus, est-ce que vous avez souffert? Est-ce que vous étiez en souffrance Oui. physique? Oui, oui, ça fait très très mal. D'accord. Et d'un coup, vous n'avez plus rien. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes, au moment où là vous êtes en train de partir, mais ça, bon, on ne sait pas parce que il n'y a plus de douleur. Oui, d'accord. Il n'y a plus rien. Donc comment ça se manifeste? On est en train d'être pris en charge avec une douleur très forte, Oui. Une angoisse, j'imagine, puisque la douleur amène une forme de détresse. Alors, j'ai pas eu d'angoisse. Moi, j'étais plutôt cool. J'étais cool parce que j'étais tellement persuadé de toute façon que... Alors, et à votre avis, d'où vous vient ce rapport au fait que vous allez mourir et que finalement, il n'y a pas de quoi en avoir peur? Mon père avait pas du tout. Un exemple, on a eu le Covid en 2020. Mon père était encore de ce monde et puis et je me faisais le petit papier comme il avait 90 ans, il avait même 93. Donc j'allais le voir, on discutait beaucoup et il me dit mais moi ils me font tous rire là, ces gens-là, ils comportent de tout. Alors mon père a fait la bataille de Monte Cassino, donc la mort il l'a côtoyé plus que plein de gens, comme tous ceux qui ont combattu. Et il me disait, le Covid, c'est un peu comme quand on monte à l'assaut, quoi. On y va tous, et puis t'as le copain d'à côté qui va mourir, à droite, celui de gauche, celui de devant, celui de derrière, puis toi, tu passes au travers. Et là, c'est pareil. C'est ça, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie parce que là, c'est comme ça. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Là, dans ce cas-là, c'était une maladie. Donc, on s'aperçoit que quand on a les remèdes, ça se passe bien. Donc, même si on est physiquement pas au top, on nous sauve la vie. Mais quand on n'a plus rien, là, ça veut dire que la nature... C'est un peu ce que voulait dire mon père. Mon père disait, c'est la nature qui est en train de prendre... qui reprend le dessus. C'est-à-dire que tous ceux qui ont un défaut... quand on prend les animaux dans la nature, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne se passe pas bien pour lui. Et là, avec le Covid, c'est ce qui s'est passé. Alors au grand drame, tout le monde, hein, c'est clair. Hein, mais on a oublié, dans notre société, d'abord on a oublié qu'il existe des maladies et puis qu'on va décéder. Et puis surtout que on peut avoir... on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui sont très costauds qui vont sortir de plein de choses, et puis il y en a qui sont moins costauds qui vont pas s'en sortir. Et ça on l'a complètement, oublié. Hein. On veut plus entendre parler de ça. Mais même dans nos hôpitaux, hein, alors je comprends, un médecin est là pour sauver,
Souvent, ils font ça par conviction, hein, parce que c'est vraiment quelque chose dont ils se battent. Hein. Moi, j'ai bien vu par rapport à moi, hein, il s'est battu comme un fou, hein, sinon je serais plus là. Et puis là, non, on ne peut rien faire, quoi, parce que la nature, c'est elle qui va décider. Quoi. Mais là, je pense que l'important, c'est la vie qu'on mène aujourd'hui. Comment je me comporte par rapport aux autres, comment j'ai envie que ma vie elle soit. Je veux être maître de mon destin. Par contre, le fait de pardonner, c'est une démarche peut-être intellectuelle, mais ça nous libère quelque part. Et on peut d'abord classer dans nos dossiers qu'on a dans notre tête ça, mais ça ne veut pas dire l'oublier, mais je le classe, donc je vais plus me polluer. Alors de temps en temps, ces dossiers ils se réouvrent, hein, ce qui est tout à fait normal, hein, mais voilà. Mais s'il est toujours ouvert, vous ne le vivez plus. Voilà, c'est ça. Et je pense que ça aussi, cette expérience-là nous permet aussi de classer pas mal de dossiers. Alors vous m'avez dit que d'un coup, si j'ai bien compris, d'un coup d'un seul, plus de douleur. Oui. Comment ça s'enchaîne? J'ai plus de douleur. Qu'est-ce qu'on voit en premier de différent? Comment la perception s'altère en premier? Alors, vous avez plus de douleur, donc vous êtes super détendu. Après, on a l'impression qu'on est sur un nuage. Ouais. Comme si on avait des plumes, vous savez, des plumes d'oie. Okay. Quelque chose c'est doux comme ça. On a l'impression qu'on ne touche plus la table sur laquelle on est. Est-ce que la pensée est la même que alors, maintenant? Enfin, je veux dire, on ne pense plus du tout. Il n'y a pas de pensée. Moi, vraiment, il n'y a plus de pensée. Ah. Moi, j'ai vraiment ça a été. C'est pour ça que quand on dit ouais, mais il faut penser. Non, ouais. Non, en réalité, on ne pense pas. Il n'y a pas de pensée, c'est-à-dire vous vous dites pas la petite voix qu'on connaît bien qui dit ah bah je flotte. Juste. Non, j'ai ce sentiment que ça va super bien. Donc on est dans un. C'est un sentiment quoi. En fait. Voilà, on est. Le mental s'arrête complètement? Oui, complètement. Alors la vision commence à devenir périphérique. Je pense que les appareils, les monitoring, ils sont en train de montrer que ça ne va pas bien se passer. Ouais. Donc ça court dans tous les sens, hein, ça crie, ça bouge, chacun sait ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez flou. Ah, flou? Complètement. On voit, c'est comme dans un brouillard, c'est comme s'il y avait du brouillard. Ah, oui. On voit que ça s'agite. Mais vous voyez devant, derrière, sur alors c'est marrant parce qu'on voit des deux côtés en même temps, comme si on avait les deux yeux qui étaient comme ça, quoi, au lieu d'être droit. En 360? Oui, c'est ça. Oui. Mais on se... Et vous êtes positionné à quel endroit à ce moment-là? Alors à ce moment-là, on est sur la table de coronarographie. Moi, j'étais sur la table de coronarographie, donc j'étais sanglé physiquement. Mais vous situez à quel endroit? Alors je me situe entre le plat, je sais pas, peut-être aller, on va dire à 50-60 cm de la table, au-dessus. Ouais, juste au-dessus, d'accord. Voilà, je suis plus en contact avec la table. Ouais. Est-ce que même si physiquement je l'ai, mais ce sentiment est là, c'est-à-dire que je me suis déjà décollé. Est-ce que vous avez un corps ou pas? Là, à ce moment-là, oui. À ce moment-là, oui. Et puis. Pourtant, bon, on est comme ça, hein, et j'ai l'impression que la lumière, elle arrive, c'est-à-dire que moi je suis comme ça et la lumière, elle arrive là. Donc vous avez le regard vers le haut? Voilà, et je vois la lumière qui arrive d'ici, mais comme si elle arrivait de là. Alors c'est très particulier. Oui, c'est difficile à décrire, voilà, c'est compliqué. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez couché, puis que vous mettiez votre tête comme ça, mais en réalité j'ai la tête comme ça. Ouais. Et la lumière, elle arrive comme ça, mais je la vois comme si elle descendait. Donc c'est un petit point. Hein, Alors, ce point-là, est-ce qu'on peut essayer de le définir un peu mieux? Qu'est-ce que c'est comme... Alors, moi, j'ai une petite lumière, comme si c'était une petite lumière laine, hein, vraiment juste... D'accord. Et puis, elle arrive, mais ça arrive vite, hein, très très vite. Et puis, plus elle arrive, plus elle grossit. Et puis, au début, elle est blanche. Et puis après, elle devient blanchâtre, elle jaunit un petit peu, et elle s'écarte. Et puis là, vous sentez un truc super chaud. Vous rentrez dans quelque chose de chaud. Et puis là, hop, vous êtes en haut. Comment vous avez ce sentiment de chaleur, étant donné que vous n'avez plus de sentiment corporel? Comment ça peut s'expliquer? Alors, est-ce que le cerveau a traduit par rapport à la couleur? Ah, peut-être. C'est une couleur chaleureuse.
Peut-être c'est ça, mais on a l'impression que c'est chaud, quoi. D'accord. C'est pour ça que je dis l'impression, parce que j'ai beau y réfléchir, j'ai pas d'autres mots. Moi, j'arrive pas à définir. Ouais. C'est très particulier. On est super bien, quoi. Voilà, Oui. on est dans une plénitude, mais c'est extraordinaire. J'ai jamais Mm. revécu ça. Et est-ce C'est, que cette fameuse lumière, est-ce que c'est elle qui s'approche ou est-ce que c'est vous non, c'est elle qui qui... C'est s'approche. elle qui Ouais. s'approche? Et est-ce qu'il y a une communication? Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui est peut-être conscient d'une manière ou d'une autre? Ou vraiment simplement une forme de décor? Enfin, Non, ouais. alors, ça va tellement vite Ouais. ça va vite, ça va vraiment très vite. Ce petit point qui arrive, mais c'était vraiment, au début, c'est une tête d'épingle, hein, mais Ouais. ça devient très très vite. Et quand vous dites vite, vous estimez à combien de secondes, par exemple, si c'est possible? Ça va vite, c'est même pas une seconde, hein. Ouais, Ouais, vous la voyez arriver, puis d'accord. et là, vous vous retrouvez en haut. Et alors voilà, Là, et donc là, c'est l'étape d'après, donc vous êtes on est, en haut, c'est-à-dire ben, je suis collé au plafond. au Moi, plafond. c'est D'accord. la sensation qu'on a, Ouais. parce qu'on se voit, on voit tout, hein. Vision d'au-dessus. Oui, vous êtes au-dessus, puis vous voyez tout ce qui est en train de se passer. D'accord. Vous voyez toute la pièce à Ouais. 360 degrés. Ah oui, d'accord. Puis vous voyez tout, hein, ça court. Hein, c'est Et l'infirmière qui court ouais. avec le défibrillateur qui est sur un truc à roulette. Vous avez les ordres qui fusent. Hein, vous avez plusieurs médecins. Il y a des injections qui se font. Je pense d'adrénaline, je sais plus quoi. Ça, j'ai pas su. J'ai pas compris de quoi il parlait. Ouais. Et Pour les plus rationnels qui écouteront peut-être cette interview, est-ce que vous avez pu vérifier des points techniques de ce que vous avez vu à ce moment-là par la suite? non, parce qu'à cette époque-là, on n'en parle pas. Personne ne Eh vous en oui, parle. donc voilà, d'accord. Aujourd'hui, je pense qu'on aurait. J'ai été opéré en 2002. Oui, Alors apparemment, alors c'est pas ça s'est pas bien passé, mais c'est pas que ça s'est pas bien passé, mais il y a eu quelque chose, un petit truc qui est insignifiant. Hein. La première chose, le chirurgien m'a dit voilà, il s'est passé ça, ça et ça. Il y a 24 ans, on vous le disait pas. d'accord. Parce que il n'y avait pas ce besoin de communication qu'on a maintenant, parce que aussi les gens aussi ont changé. Oui. Les gens ont envie de savoir. Alors le seul souci, c'est qu'une fois qu'ils savent plus quoi faire de l'information, donc le fardeau est compliqué à porter. Enfin, avant, c'était que le médecin qui le portait le fardeau. Ouais. Mais comme les relations entre le médecin et le patient, bon, il y a quand même une certaine distance. Là, quand vous voulez savoir, vous pouvez savoir, mais est-ce que quand on sait, est-ce qu'on a les épaules assez larges pour encaisser? Et à l'époque, le médecin disait c'est pas grave, ça sert à rien de lui dire, il vivra mieux sans le Oui, savoir oui, que bien sûr, voilà. bien sûr. Donc j'ai pas. Donc il n'y a pas Après, y a pas entre guillemets de preuves. Par exemple, vous auriez retenu le nom d'une infirmière qui s'est vue confirmer après, etc. Vous voyez, ou une parole qui s'est dite, parce que parfois ça arrive hein, que les gens rapportent un élément concret. moi la seule chose, c'est que j'ai vu un médecin arriver. Ouais, Alors pendant que j'étais là-haut, ouais, il est venu. Alors c'est toujours pas. C'est ce qu'on a compris. Est-ce que ça s'est passé? Il est parti, il est revenu. Je l'ai reconnu dans le couloir. Alors c'est pareil. Est-ce que j'étais conscient, inconscient? Est-ce qu'après on peut se poser toutes les questions? vous Parce l'avez que reconnu après coup. après coup. C'est-à-dire que quand on m'a fait, donc j'avais la tête tournée sur la gauche et vous avez cette horloge qui est dans toutes les salles où on risque, où ça se passe mal, où est-ce qu'il faut noter l'heure. Moi, quand je me suis retourné, que la lumière est arrivée, je me suis retrouvé, c'était 1025. Ça je suis sûr de ce que j'ai eu. Ouais, d'accord. Ensuite, quand je suis revenu à moi, c'était 14h40. Mais D'accord. entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que mon cœur s'est... Alors, on m'a dit que j'avais fait 2 arrêts cardiaques. Un pas mal long, puis un autre très long. Et ça veut rien dire. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Le ton, très long. Est-ce qu'on sait si l'encéphalogramme était plat, si vous étiez... Non, parce qu'ils font pas. Ils font pas, Non. d'accord. Non, Et vous avez été déclaré mort ou pas, officiellement? Je sais. Alors, certains disent. Alors, j'ai quelqu'un qui travaille à la sécurité sociale qui m'a dit que j'avais une. Quand dans ce cas-là, ils ont
une façon de décrire quand les gens sont partis et sont revenus, c'est marqué ressuscité. J'ai jamais vérifié. Entre ce qu'on dit et la réalité, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Sans doute. Ah, alors, pour certains, oui, j'étais mort, d'autres, non. En réalité, quand ça vous arrive, on a deux sentiments. Un sentiment pas d'invincibilité, mais il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai fait, et un sentiment où, waouh, il n'y a pas d'apport, mais prendre tout ça avec précaution. Pour nous, c'est pas mentir, c'est pas déformer, mais c'est ce qu'on ressent. Et c'est vrai qu'entre ce qu'on ressent et vraiment ce qui s'est passé ou la réalité, il peut y avoir un décalage. Moi, ce moment où je pars et que je suis en haut, j'ai l'impression que ça a duré très longtemps. C'est la question que j'allais vous poser. À combien vous estimez la durée de cette expérience, si c'est possible, en tout cas? Alors moi, j'ai l'impression que ça a duré très longtemps. Je sais pas, j'ai l'impression que ça a duré une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais Ouais. non, en réalité, après, En même temps, entre midi, combien? Midi 20, midi 25, midi 25 et 14h40, oui. c'est ça? C'est assez long quand même. Est-ce que ça correspond à cette durée pour vous? Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que c'est très compliqué, parce que... Alors, est-ce qu'après le rationnel ne vient pas aussi là-dedans, en disant, attends, c'est pas possible. Ce qui, à mon avis, est une bonne piste. Mais je crois qu'on est complètement déconnecté du temporel. Oui. Je pense que peut-être que les secondes durent très longtemps. Puis non, j'ai beaucoup discuté avec des gens que je connais très très bien, qui sont des cardiologues, qui sont intervenus sur ce genre de choses. Et dit, en réalité, c'est des secondes, quand on parle en secondes, parce que déjà, quand on commence à dépasser les 30 secondes, il y a des dommages qui sont importants. Oui. Après, il peut y avoir des activités, mais que la machine n'arrive pas à détecter. Et ça, je pense que c'est certainement ça. Et puis on peut, comme on est complètement dans le flou et personne ne nous dit jamais, voilà, à ce moment-là, on ne m'a rien dit. Alors après, il y a une interprétation qui se fait de ma part, Ouais. qui n'est pas forcément collée à la réalité. Est-ce que c'est toujours que du ressenti, hein, voilà, ça aussi, c'est ce sentiment j'ai vécu ça, mais est-ce que c'est réellement ce qui s'est passé? Et ça, au niveau du temps, on est complètement déconnecté. J'ai l'impression que ça... Alors vous savez, souvent aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir une activité cardiaque qui est revenue, mais on est toujours inconscient. Et moi, je me suis réveillé, j'étais conscient. Donc peut-être que, Oui. voilà, moi, la seule chose qu'on m'a dit, il y a eu 2 arrêts cardiaques, un long et un très long. Ça veut rien dire. C'est 30 secondes, ça peut être très long si on part par rapport à 2 secondes. Voilà, c'est... Quoi qu'il en soit, tout le long de cette expérience, vous avez été conscient, j'entends par là. Vous ramenez pas ça comme un rêve, par exemple. Vous ramenez ça comme quelque chose de vécu, d'expérientiel. Oui, mais justement, c'est cette question qu'on se pose aussi tous. Est-ce que j'étais conscient, c'était du conscient ou de l'inconscient? Quand j'y réfléchis, plus j'y réfléchis, maintenant ça fait 24 ans. Voilà, on se repose toujours des questions, on se refait le film, et on n'a pas les réponses. On n'a pas les réponses, mais est-ce que les médecins avaient les réponses eux aussi? Voilà, moi tout ce que je sais, c'est voilà, moi je me suis retrouvé en haut, je suis allé me balader parce qu'il y avait du bruit dans la piste à côté. Je me suis dit, Alors, voilà, je me permets une question, justement. Le fait de se balader, comment ça se passe? C'est-à-dire, par exemple, pour bouger, pour avancer, pour aller dans une autre pièce, comment ça se passe? Comment vous faites
dans cet état-là? Eh ben, alors c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai traversé le mur, quoi. C'est-à-dire que, bon, j'étais là, j'ai entendu du bruit, puis allez, je passe par le mur, je vais voir ce qui se passe d'à côté, quoi. Bon, c'était pas très intéressant, je suis revenu. Bon, Et sur le moment, vous souvenez vous dire, vous être dit, je vais aller voir ça, je suis curieux, là il se passe un truc? Ou c'est ben, plus... oui, si. Oui, Bon, voilà, d'accord. il y a un bruit qui est. Pourtant, on est là, hein, Ouais. c'est pas fini, apparemment. Mais comme si on. Comment dire? Ouais, j'ai mon enveloppe corporelle qui est là, mais de toute façon, moi, j'ai plus envie d'y aller là-dedans. Donc, Justement, j'allais vous demander quel rapport vous aviez avec ce corps que vous aviez ah bah, on laissé n'a pas envie d'y retourner. Donc, Ouais. bon, c'est bon. Donc, je pense que c'est un peu ça qui fait que, bon, on va se balader, de toute façon, Ouais. je le veux plus, ce truc-là, donc je vais m'en aller. Vous le reconnaissiez, votre corps Oui, ouais. oui. Mais voilà, retourner là-dedans, non. Comme d'un véhicule qu'on a... Non, c'était. Moi, le sentiment, c'est voilà, je vais très mal, on n'est pas bien, on nous pique de partout, on nous bouscule, on nous tire, puis d'un coup, on n'a plus rien. Donc tout est. Il n'y a pas photo, ça, j'en veux pas, quoi. En sachant que si j'y retourne, on va refaire la même chose. Donc, voilà, d'ailleurs, ce qui s'est passé, mais voilà, c'est compliqué. Moi, c'est compliqué, non, en réalité, c'est que de la logique. Et en même temps, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait un peu enfantin, je trouve, comme Si, état. mais, oui, tout à fait. Oui, Mais c'est ça, confirmé. on est. Il y a une sorte de naïveté un C'est ça, peu tout à pure. fait, oui, tout à fait. J'ai C'est ça. l'impression, en tout Oui, cas. c'est ça. C'est ça. Bon, c'est pas grave. Allez, Ça, je j'ai vais. pas envie. Voilà, Ça m'intéresse, j'y vais. voilà, c'est ça. C'est très spontané, en Oui. fait. Sur Et le... puis cette fameuse question, hein, toujours. Oui, mais à ce moment-là, t'as pas pensé. Alors quand t'étais là-haut, t'as pas pensé à ton fils, à ta femme. Ouais. Ah, non. Non. C'est sympa les mecs, mais non, parce que je suis plus dans cette vie-là. Ouais, même si parler d'une autre vie, c'est compliqué, mais non, je suis plus là. Donc, Mais vous étiez vous-même, avec vous-même, en fait, dans c'est ça. une sorte Voilà, de bulle voilà. Puis personnelle. après, je pense aussi que il n'y avait pas cette prise de conscience non, il faut que je vive. C'est-à-dire que je vais faire tout ce qu'il faut parce que pour rester en vie. Ça, c'est venu après. C'est pas pendant ce moment-là, c'est venu après. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvé en réa, où j'ai commencé à aller mieux au bout de 3 ou 4 jours, où là, on est plus dans un état comateux, où là, il dit, attends, non, là, il faut que maintenant, je suis là, il faut que je reprenne le dessus pour que j'ai le moins de séquelles possible, Oui. que j'aille le plus loin possible, en sachant que vous avez le pronostic qui est pas top. Un truc tout bête, voilà, le nombre de kilomètres que j'ai fait dans l'hôpital en marchant, parce que je pouvais rien faire d'autre. Donc, et le professeur chef de service me dit, mais vous êtes toujours en train de marcher. Je dis, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Ça me fait une activité, et puis bon, vous êtes à l'hôpital public, parce que dans ce cas-là, tout le monde est bien content de ne pas vous avoir chez lui. Donc donc pourtant j'avais des voisins de chambre qui étaient sympas, mais dans ma tête, il faut que je refasse de l'activité physique pour aller mieux, plus vite. Alors moi, je voulais peut-être finir avec une question, puisque je vous cache pas qu'un élément m'a intrigué un petit peu dans votre récit. C'est ce fameux personnage, vous m'avez dit, alors ça c'est incroyable, ce personnage perpendiculaire. Oui, alors il était debout sur ma Ouais. gauche, Alors, perpendiculairement. ouais. Voilà, Alors à partir de quel moment vous prenez conscience de ce fameux personnage? dès que je suis sorti de réa, c'est-à-dire que dès que j'ai commencé à pouvoir me déplacer. C'est-à-dire que tant que je ne me déplaçais pas, je ne me suis pas trop rendu compte. Bon, en plus, Oui, vous savez, on est dans un état second, on sûr. est quand même drogué, hein, drogué. Façon de parler, hein, morphine, Ouais, toute bien sorte sûr. d'antidouleur, votre cœur en a pris un coup, le cerveau aussi, il ne faut pas oublier. Donc c'est... Et je m'en suis aperçu quand on m'a changé de service, où je suis arrivé dans un service normal, où là il y a moins de tumulte, hein, ça court moins, et c'est plus silencieux, c'est plus... ça fait bizarre. Bon, j'avais l'impression d'avoir une ombre, quelque chose... Une ombre on n'ose pas trop regarder non plus, parce que... visuelle. Est-ce que c'est quelque chose de visuel? Oui,
C'est ça, oui, c'est ça. Voilà. Oui, Il y a on a vraiment quelques... l'impression de. Il y a quelque chose qui est là, qu'on n'ose pas regarder, qu'on n'ose pas toucher. Pourquoi Euh, vous n'osez pas regarder? Qu'est-ce qui bloque? Dans ma tête, c'est impossible. Et donc, si j'ai quelque chose là, c'est que y a quelque chose qui commence à dérailler. Oui, d'accord, il y a un doute Il y sur a la... quelque chose où je dis, voilà. Et bon, j'ai dû avoir quelques. Alors, je ne sais pas trop ce qui m'est arrivé parce qu'on me l'a pas dit. On a fini par me dire au bout de 10 jours que j'ai fait un arrêt cardiaque. Puis 10 jours après, il me dit, ben, vous en avez fait 2. Ok, donc du coup, je dis, voilà, bon, ça a dû pas bien se passer là-haut. Alors, je suis pas médecin, mais on a tous quelques notions. Si vous, il suffit d'avoir fait, surtout à l'époque, hein, où on avait les bacs scientifiques, il y avait des notions de ce type-là. Donc, bon, et puis on en parle beaucoup. Bon, c'est pas grave, hein, je dis, bon, on va éviter d'en parler. Ça évitera d'abord qu'on pose 50 questions. Puis, je suis très cartésien, donc ça, c'est pas possible. Ce genre de choses, Bien voilà, sûr. c'est pas possible. Voilà, Alors, en tant que rationaliste, quand vous avez un personnage, quelqu'un, j'ai du mal à le dire moi-même parce que c'est vous qui avez vécu la chose, mais quand vous avez quelqu'un qui est perpendiculaire à vous, est-ce que vous essayez d'avoir une interaction? non, Ça vous jamais. fait J'ai peur? jamais essayé. Alors au début, c'est plutôt gênant. Au début, parce que Oui, gênant pour deux choses. C'est qu'il y a cette présence qui est là, oui. qui est perturbante. Hein. Et puis la question qu'on se pose, là, je suis un temps de derrière, là, moi. Ce personnage, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais ce personnage perpendiculaire, allons, restons là-dessus, est-ce que vous lui prêtez une intention, une conscience Alors spéciale? pas de conscience. L'attention, pas au début. C'était plutôt une fuite. Non, je vois pas. Voilà, D'accord, ok. et je peux pas. Voilà. Mais à un moment donné, il faut aussi se rendre compte qu'il est toujours là, quoi. Ce truc-là. Là. En permanence. En permanence, tout le temps, Ok. tout le temps. Vous êtes couché, il est à côté de vous, vous êtes debout, il est à côté de vous. Je dis, attends, qu'est-ce que c'est ce truc-là, quoi. Donc, d'abord, on n'en parle pas, ça c'est clair. Hein, puis c'est après, on en a parlé entre nous, parce qu'on s'est aperçu qu'en réalité, j'étais pas le seul à avoir un personnage de Dieu. Alors, c'est marrant parce que c'est tout le monde du côté gauche. Alors, tout le monde, c'est perpendiculaire. Qu'est-ce que vous entendez par perpendiculaire? C'est-à-dire que vous êtes debout comme ça. Hein. Lui, il est debout, mais il est pas à côté de vous. C'est-à-dire que là, vous savez, là, vos têtes, vos épaules, et bien lui, il est comme ça. Voilà. Lui, il a sa tête ici et ses épaules là, donc comme ça, toujours. Il vous regarde en Il vous fait. regarde tout le temps. Au début, c'est gênant. Après, on y prend l'habitude, on s'en aperçoit plus. Par contre, je me suis dit, bon, plus qu'il est là, bon, on va finir par le regarder. Hein. Puis, voilà. Donc, et là, c'est compliqué parce que vous avez un truc qui n'existe pas. Et là-dedans, vous voyez plein de choses. Donc, je dis, voilà, c'est quelque chose qui est très compliqué. Oui. Et en discutant avec les autres patients, on avait tous le même sentiment. Voilà, c'est ce personnage qui est perpendiculaire et qui vous regarde. Les autres aussi, n'en parlez pas. Hein. Quand vous dites les autres, c'est des autres personnes qui ont eu cette même expérience que vous. Oui, Hein. tout à fait. Voilà. Ok. Donc moi j'ai jamais dit. Aujourd'hui je le dis librement, Oui. mais j'ai jamais dit au médecin. On peut le comprendre. Je crois que j'en ai parlé à mon beau-frère, qui m'a rien dit, mais je pense qu'il était. Alors après, on essaie toujours de vous. Oui, mais si tu comprends, c'est les substances qu'on a dans le cerveau quand on fait un arrêt cardiaque, on a ci, on a ça, on a. Oui. Je veux bien, mais quand ça dure 6 mois. Rationalisation, toujours. Oui, ben, je suis pas contre, mais. Ça enlève pas l'idée qu'il est là. Voilà, alors, est-ce qu'on est toujours obligé de tout expliquer? Oui. Est-ce qu'on veut toujours tout expliquer et on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à expliquer? Mais est-ce qu'il. Ça serait peut-être, on vivrait peut-être mieux s'il y a des choses admettre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui, maintenant. Oui. Ça ne veut pas dire que demain on ne peut pas les expliquer, mais le nombre de choses qu'on sait expliquer aujourd'hui qu'il y a 25 ans ou il y a 30 ans ou au début du siècle, on ne savait pas expliquer, admettre qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et ça, c'est compliqué pour des gens. Alors aujourd'hui, on n'a plus ça quand même. Hein. Nos médecins sont très ouverts à plein de choses. Il existe des médecines parallèles et ils en sont d'accord.
les gens comme moi, les rebouteux, je peux vous dire que et vous n'aviez pas intérêt à dire il y a 30 ans que vous étiez rebouteux, parce que alors là, c'était... Bien sûr. Bon, ça a beaucoup Aujourd'hui, changé maintenant. on vous appelle. Ouais, bien sûr. On vous demande même deux, trois petites choses. Mais parce que on est là dans le bien-être du patient. Ouais. Ben, eux sont dans le bien-être du patient. Puis après, ben, c'est pas grave. Ils donnent bien des bonbons comme médicaments en sachant parfaitement que c'est que du sucre et que ça marche bien au niveau de la tête. Donc pourquoi pas, du moment que les gens sont bien. Après, la vision est différente. Voilà, c'est... Et alors pour revenir donc à ce personnage, aujourd'hui il est toujours là? Non. Alors, là aussi, alors, c'est ce que j'expliquais, Intéressant. et je l'ai eu pendant 6 mois, donc je suis sorti de l'hôpital, après on m'a dit, bah, vous irez voir vos médecins généralistes, donc je suis en sortant de l'hôpital, j'ai vu mon médecin généraliste, qui m'a fait un arrêt de travail, donc, voilà, donc il me dit, vous reviendrez, vous n'êtes pas encore en grande forme, donc je ressors chez le médecin, donc avec mon acolyte, hein, et j'y retourne au mois de novembre, donc ça faisait 6 mois. Et mon médecin me dit, bah, ça y est, vous êtes hors de danger, donc tout va bien. Et plus personne. Et là, du coup, ça aussi, ça m'a interpellé. On dit, attends, il est passé où l'autre? Parce que maintenant, j'avais l'habitude de l'avoir. Mais il est parti, il s'est perdu. Il me fait faux bon. Voilà. Ah, il y avait un sentiment d'abandon? Non, c'est pour rire, mais voilà, voilà, je suis sorti de chez le médecin quand il m'a dit que tout allait bien, plus personne. Alors après, j'ai pas recontacté les autres qui étaient avec moi à l'hôpital en disant que vous l'avez toujours là, votre copain là, ou il est parti. Puis après, la vie a repris son dessus, puis voilà. Donc, mais ça, voilà, ça aussi, par contre, ça m'a interpellé. Après, on a beau de dire bon, je crois pas en ci ou je crois pas en ça. Bon, quelque part, voilà, Bah, disons que si c'est une expérience partagée avec plein d'autres personnes, ça commence à être intéressant. Voilà, C'est alors, pas que subjectif. Donc, mais voilà, donc bon, bah, il est parti. Peut-être qu'il a fait son travail. Oui, ou peut-être la prochaine fois quand il reviendra, on verra bien. Hein. Voilà, bon, celui-là était sympa, moi il disait rien. Je peux tomber sur un qui est toujours en train de parler, ça sera Oui, celui-là. Hein. bien sûr. Ah, enfin, voilà. Mais bon, après c'est des anecdotes, ça nous permet de rire, mais voilà, c'est ça aussi, voilà, c'est ça que je disais aussi tout à l'heure, c'est compliqué. Vous êtes cartésien, il y a plein de choses, vous éliminez. Pas très religieux, pas plus que la moyenne, c'est-à-dire que presque rien. Alors après, on peut y mettre... Et c'est pour ça que je dis, attention par rapport à l'éducation que j'ai pu recevoir. Parce qu'on va tout de suite dire, ouais, ça peut être un ange, ça peut être je sais plus quoi. Moi, je le décris, hein, parce que je sais comment il est habillé. Bon, forcément, 6 mois, on a... alors là aussi, alors c'est tout bête, mais il était toujours habillé pareil. Et comment il était habillé d'ailleurs? Alors, des chaussures marron clair, à lacets, un pantalon beige, et il avait un polo vert avec un petit crocodile Lacoste. D'accord. Sur les épaules, attaché devant un pull écru, châtain clair avec des cheveux mi-longs un peu bouclés, une montre bracelet marron avec en or, ou on va dire doré, parce que je ne suis pas allé regarder. J'aurais dû lui piquer sa montre, mais bon, j'ai pas osé. D'accord. Voilà, genre aristocrate, très Bon chic, cultivé. bon genre, ouais. Bon chic, bon genre, voilà, tout à fait, voilà. Voilà. Et jamais aucune tentative de communication? J'ai jamais essayé. Mais je peux. Ça ne vous est pas venu à l'esprit? J'étais tellement interpellé, alors pas terrorisé, mais tellement interpellé. Mon pote, mon pauvre, là, t'es en train de. Ouais. Arrête, là, l'imagination, elle est en train de courir. Mais alors après, quand on en a tous discuté, mais on en a discuté une semaine avant de sortir de l'hôpital quand même. Donc on s'est tous regardés en chien de faïence autant qu'on était, on s'est tous gardé nos petits secrets. Et puis à la fin, comme on se connaissait très bien, parce que j'ai vu qu'il n'arrête pas de faire ça. Et je me dis, il t'arrive quoi, toi?
Bien, ouais, j'ai l'autre là qui arrête pas, j'ai quel autre, t'as personne. Et là, j'ai dit, attends. Et puis, du coup, on s'est tous mis à parler, quoi. On dit, voilà, mais. Voilà, et là, on se dit, ah, putain, ouais, il y a bien quelque chose qui est en train de se passer. Et je suis pas tout seul, parce que là, comme on s'est renfermé sur soi-même, donc on est tout seul, on dit, oh là, je vais pas le dire. Et puis là, on est 15, on a tous quelque chose, et aussi bien les dames que les messieurs. Bon, il y avait certains petits papis qui avaient un certain âge, mais on était tous dans une tranche d'âge à l'époque. Bon, moi j'avais 35 ans, mais bon, entre 30, allez, je devais être non, il y en avait un plus jeune, il y en avait un de 23 ans, mais lui, il avait joué avec le feu, donc il s'est débrouillé. Entre 23 et 80 ans. Et tous avaient un personnage. Oui, parce qu'après, on a tous discuté. Hein, tous sans exception. Oui, oui. Et là, je dis, ben, alors, moi j'en parle, je pense que les autres n'en ont jamais parlé. D'ailleurs, quand nous traversons le pont, là, tout de suite, quand on traverse le pont à l'angle, là, il y a un avocat qui est là. Alors, bon, il était déjà vieux à l'époque, donc je pense que il ne devrait plus être en activité. Lui aussi, ça a été compliqué hein, pour que ça sorte. Et à la fin, oui, il dit attends, mais on en a tous. Alors je dis bah, écoute, je sais pas moi. Moi j'en ai un, toi t'en as un, lui j'en ai un, l'autre, tout le monde là. Donc c'est qu'il y a bien quelque chose où on a au niveau du cerveau, on a quelque chose qui s'est passé. Alors on peut l'expliquer comme ça, ce qui serait quelque chose de cartésien, donc bien rationnel, hein, où on dit ben, on ne sait pas. Voilà. Mais il y a quelque chose, oui, quelque chose qui est inexplicable. C'est voilà, c'est. Alors quand on le dit, c'est compliqué parce que moi je le vois, les autres le voient pas. Alors on dit attends, c'est bon, bon il est en train de se faire des films où il va pas bien. Mais là, on était quand même un certain nombre. Donc voilà, c'est ça aussi. Je me suis pas posé de questions, j'ai admis et puis c'est tout parce que le but c'est pas d'aller chercher pourquoi. Si on se la pose la question, mais il faut vite arrêter parce que d'abord j'aurai jamais de réponse. Et puis le but c'est de continuer à vivre, c'est ça. Voilà, quand on me dit mais vous avez fait quoi ben, j'ai fait que j'ai essayé de rester en vie. Après, non, restons en vie, après on verra bien. C'est déjà beaucoup. Voilà. Dans ce cas-là, c'est pas mal. C'est déjà bien d'essayer de rester en vie. Oui, je pense que j'en parle parce que entre guillemets, je m'en fiche, quoi. C'est pas grave, ça fait partie de la vie. Et puis bon, j'aurai autre chose. Et puis c'est pas grave. Voilà, c'est parce que je focalise pas là-dessus. Je vais pas perdre mon temps à focaliser là-dessus. C'est pas. C'est une expérience qui est comme elle est, avec des choses qui me paraissent un peu invraisemblables, même à moi, hein, même si je l'ai vécu. Des fois, je trouve qu'il y a des trucs qui collent pas parce que j'ai un ressenti, j'ai un vécu. J'ai autre chose, et puis quand j'essaie de tout mettre, ça s'imbrique pas. Bon, bah, c'est comme si vous voulez, voilà, j'ai une super voiture, mais elle a un moteur de mobilette et puis elle a 3 roues. Donc ça marche pas, il y a d'autres trucs qui fonctionnent pas. Quoi. Ben, je dis, ben, c'est pas grave, l'essentiel c'est pas de comprendre pourquoi ça s'imbrique pas. C'est pour ça que c'est compliqué d'en parler, parce qu'il y a ce vécu, ce ressenti, et puis l'environnement, et puis sachant que ça a été modifié au niveau des hormones, au niveau de ce qu'on a pu avoir comme quand on vous achète de la morphine à forte dose, je pense que il y en a certains, ils voient des trucs qui n'existent pas. Donc, je pense qu'on m'a injecté aussi plein de. Alors ça, j'essaie d'être rationnel, mais j'essaie pas d'expliquer. Vous savez aussi que au bout de 3 mois à avoir quelqu'un à votre gauche, vous êtes plus sous morphine et il y a très peu de chances que ce soit toujours l'effet des drogues. Oui, c'est ça. C'est pour ça que quand j'en avais discuté avec des médecins, on dit, oh, mais quand on a des endorphines quand il y a un arrêt cardiaque, je dis, ouais, bah, ok, mais ça dure pas 6 mois. Et après. Je suis tout à fait d'accord. Il y en a certains qui voient plein de choses. Moi, j'arrive. Voilà. Oui, voilà.
Voilà, Heureusement, toutes les expériences ne sont pas strictement la similaires. seule chose, c'est que je suis parti tout seul. Heureusement qu'il n'y en avait qu'un. J'aurais pu revenir avec toute une bande. Mais voilà, mais ça, c'est compliqué. Voilà, ça a été ça a expliqué. Vous avez mis du temps à pouvoir parler de cet élément-là, Oui, spécifiquement? non, mais de tout, ça a été compliqué. Pendant combien de temps vous avez gardé ça pour vous? J'en ai jamais parlé pendant 2 ans ou 2 ans et demi. Et rien n'est sorti parce qu'il fallait que alors, c'est pas que j'y pensais pas, mais est-ce que ce que j'ai vécu, est-ce que c'était la réalité? Est-ce que c'était pas la réalité? Est-ce que la réalité a été modifiée pour plein de choses? Déjà, la première chose, c'est que je voulais pas que mon éducation, qui était plutôt catholique, vienne interférer avec ce que j'avais pu vivre, et ça je veux pas, je voulais pas, et je veux toujours pas, parce que c'est une autre histoire, il faut que ça colle le plus. Oui, il y a plein de choses, puis quand on discute avec les médecins, ils disent, mais des fois il y a des gens qui nous racontent des choses qu'ils ont vues ou que nous on était là. Voilà, mais on n'a pas vu la même chose, quoi. Mais voilà, alors où est la vérité? On n'en sait rien, mais est-ce qu'il faut la chercher, la vérité? Je pense que moi j'ai vécu ça et j'ai eu ou l'impression d'avoir vu, les autres n'ont rien vu ou ont vu autre chose. Moi, les gens qui étaient là pendant que ça m'était arrivé, moi, ce que je sais, c'est que cette expérience m'a profondément changé. Tout n'est pas négatif quand il y a quelque chose qui nous arrive. Oui, il y a du négatif, mais c'est parce qu'il y a quelque chose aussi de positif qu'on peut en tirer, à condition d'avoir envie de tirer le positif qui est là. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai pu avancer, et puis une certaine insouciance. Oui, il y a une insouciance qui est là, elle y est pour de bon, que je n'avais peut-être pas avant. Que là, alors là, je fais pas n'importe quoi, mais il y a une insouciance. Vous pensez que vous avez ramené cette insouciance un peu enfantine que vous avez eue pendant quelques temps quand vous étiez au-dessus de vous? Oui, mais je pense que je l'avais un peu perdu, et là, plus avec le temps, je l'ai retrouvé, cette insouciance. Ah oui. Et on a besoin aussi de cette insouciance, vous savez. Peut-être une sagesse aussi. Cette insouciance quand on est étudiant. J'en discute avec plein. Je crois que les meilleures années, c'est ça. C'est quand on est étudiant, on a la liberté de penser qu'on veut. On n'a pas de limite. Il faut surtout pas s'en donner, parce qu'on les aura après. De toute façon, la vie fait qu'on va en avoir. Et on a ces moments de partage qu'on a avec les autres. Nous, on avait des clubs philosophiques, entre guillemets, de pensée. On voulait refaire le monde. On a fait comme tout le monde. Hein, on a fait ce qu'on devait faire, et puis on n'a pas fait grand-chose. On aurait voulu faire la révolution, puis non, la révolution à 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 15, ça marche pas. Voilà, mais c'était un moteur, c'était un catalyseur. Et ça, c'est important d'avoir ça, parce que ça nous permet toute notre vie d'avancer avec plein de choses. Ces idées-là, elles sont là. On sait qu'on ne peut pas les réaliser, mais elles sont là. On essaie d'y tendre, même en sachant que c'est de l'utopie parfois, mais ça fait partie de la vie. Si on n'avait pas d'utopie, la vie, elle serait insipide, quoi. Belle conclusion. Merci beaucoup, Robert. Mais je vous en prie.